20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Bonsoir et bienvenue dans 20h l'invité. Votre rendez-vous politique du mardi soir reprend du service. Aujourd'hui, nous recevons Damien Abad, député de la 5e circonscription de l'Ain et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonsoir Damien Abad. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme ce soir, évidemment, la crise du coronavirus, mais surtout le déconfinement des Français qui a commencé hier. Les écoliers ont repris le chemin de l'école. Était-ce trop tôt? Nous verrons ça avec Paula Monesti-Andréani. Juste après un retour sur votre parcours, Damien Abad, la question des masques est aussi au cœur de l'actualité. Le plan de déconfinement voté à l'Assemblée nationale, quelles sont les critiques ou les points où vous, les Républicains, rejoignez la majorité? On verra ça avec Bastien Cochet. La communication du gouvernement a également beaucoup été critiquée depuis le début de la crise. Le masque n'était pas utile partout. Avant de le rendre obligatoire, Axel Reybaud se penchera sur la question. Enfin, avant l'agenda politique de la semaine, on part à l'international pour voir comment les autres pays ont géré la crise. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et à poser vos questions à Damien Abad sur Facebook, Twitter ou Instagram avec le hashtag Fréquence ESJ. 20h l'invité avec Damien Abad, ça commence maintenant. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. Avant de revenir sur votre parcours, Damien Abad, c'est l'heure du mot du jour. Un mot choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ et qui résume la grande actualité du jour. Le mot de ce mardi 12 mai 2020, c'est transport. Bonsoir Théo Grévin. Bonsoir Manon Blanchis, bonsoir Damien Abad. C'était le point noir du gouvernement concernant le déconfinement, les transports. La reprise a eu lieu hier, notamment en région parisienne. Aujourd'hui, après cette reprise tant attendue, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a estimé que ça s'était globalement passé dans de bonnes conditions. Tout comme la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui a félicité toutes les entreprises de transport en commun en France qui sont à l'origine du bon déroulement de cette journée selon elle. Mais le nombre de voyageurs était faible car le gouvernement avait appelé au prolongement du télétravail et à l'utilisation du vélo. Malgré ça, dans les prochaines semaines, le taux de fréquentation des transports en commun devrait bondir. Pour faire face aux prochaines semaines de déconfinement, Valérie Pécresse a annoncé vouloir remonter l'offre de circulation des trains et des métros à 100% d'ici le 2 juin. C'est pourquoi la région Île-de-France va redoubler de vigilance dans les prochains jours, selon sa présidente. Car dans un métro où on pouvait transporter 700 personnes, seules 180 personnes peuvent être transportées avec la distanciation sociale. Ces règles n'ont pas été respectées hier dans la ligne 13, où trop de passagers étaient présents dans la rame. C'est pourquoi Valérie Pécresse a prévenu que des fermetures de lignes de train ou de gare interviendraient si les mesures barrières n'étaient pas respectées. Damien Abad, la RATP et la SNCF auraient-elles dû assurer 100% du trafic dès le premier jour de déconfinement? Écoutez, d'abord, moi je veux féliciter les personnels de la SNCF, de la RATP, de toutes les entreprises de transport qui ont dû se mobiliser dans des conditions sanitaires extrêmement difficiles. Il a fallu faire beaucoup de prévention, beaucoup de signalétique, il a fallu installer des gels hydroalcooliques, mettre en place des distanciations physiques. Et donc déjà, c'est un premier pas, c'est un premier point de gagné et moi je veux me réjouir de ça. Ensuite, certainement, oui, il faudra aller à 100% du service. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que dès qu'il y a une difficulté, un accident ou une défaillance technique ou autre, eh bien, tout de suite, on a beaucoup plus de monde dans un métro ou dans un TER. On l'a vu sur la ligne 13 d'ailleurs du métro parisien. Et donc, il faut éviter cela et donc il faut augmenter au maximum les cadences. Et ça, c'est indispensable. Donc oui, il faut une montée en puissance, il faut une montée en progressive et ce d'autant plus qu'on le sait, il y a beaucoup de franciliens qui n'ont pas pris les transports, soit par peur, soit par crainte, soit parce qu'ils sont en télétravail et que donc forcément, la jauge, on la verra dans une semaine. Merci Damien Abad, merci Théo Grévin. Avant d'aborder les sujets d'actualité qui ont marqué cette semaine, on revient déjà sur votre parcours Damien Abad. Vous êtes donc, je le rappelle, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore bien, Axel Savoie a quelques questions sur votre parcours. Bonsoir Axel. Bonsoir Damien Abad, vous êtes un jeune député à l'ère de 40 ans. Alors oui, c'est jeune quand on regarde la moyenne d'âge des députés. Vous avez fait vos études à Sciences Po Bordeaux, vous êtes sorti major de votre promotion, puis à Sciences Po Paris. Vous souhaitiez faire une carrière politique dès le départ?
Je sais que j'avais la passion pour la politique, pour l'engagement, pour le débat d'idées. Je sais que c'est quelque chose qui me plaisait. Déjà tout petit, je regardais un certain nombre de débats télé. J'avais été marqué à l'époque par le débat Tapi-Le Pen notamment. Je ne savais pas si j'allais m'engager. En fait, le paradoxe, c'est que j'ai été élu jeune, puisque j'étais le plus jeune député européen et député français à 29 ans. Et je me suis engagé très tardivement dans un parti politique, puisque je me suis engagé à 27 ans à l'UDF. Et donc, oui, j'avais cette envie-là et cette passion pour la chose publique. Cependant, et concernant vos études, vous vous êtes fait recaler 2 fois au concours de l'ENA. Aujourd'hui encore, est-ce que vous regrettez cette erreur de parcours? Non, pas du tout. D'abord, je me suis fait recaler 2 fois à l'oral, donc c'est quand même à peu près méritant. Ensuite, vous savez, on peut rater un concours et réussir sa vie. Je crois que même c'est pas totalement indissociable. Je crois même que finalement, ça a presque été un mal pour un bien. Parce que j'ai compris un certain nombre de choses, j'ai compris un certain nombre de barrières culturelles qu'il pouvait y avoir, la nécessité de transformer les choses, de transformer le monde, et cette passion, elle était finalement encore plus forte après avoir échoué l'ENA qu'avant. Et peut-être que j'aurais été au fonctionnaire, au préfet. Eh bien, je pense que je suis plus fait pour la politique, pour l'engagement, pour le terrain, pour le contact avec les gens, et donc c'était un mal pour un bien. D'ailleurs, l'année dernière, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de supprimer l'ENA et de réformer la formation des hauts fonctionnaires. Est-ce que vous avez soutenu cette décision? Oui, alors vous savez, c'est pas parce qu'on va supprimer l'ENA qu'on va améliorer la situation de notre pays. C'est plus complexe que cela. Je pense qu'il faut réformer en profondeur le recrutement dans notre administration publique. Il faut surtout réformer en profondeur ce qu'on appelle la haute fonction publique. Nous avons des gens de grande qualité, de grande expertise, de grandes compétences. Malheureusement, il y a une certaine déconnexion aujourd'hui des élites administratives dans ce pays. Et donc, il nous faut travailler à ça, au pragmatique, au concret, à une administration qui passe d'une administration de sanctions à une administration de résultats, d'efficacité. Donc, ce n'est pas simplement en supprimant l'ENA qu'on arrivera à cela, c'est en réformant en profondeur la fonction publique française et notamment la haute fonction publique. Et pour en revenir à votre parcours politique, une fois votre diplôme en poche, vous devenez chargé d'études à l'UDF en 2006. C'était un choix évident pour vous, l'UDF? Oui, c'est un choix évident pour 2 raisons. D'abord parce que moi, j'ai l'Europe chevillée au cœur. Je sais que l'Europe, elle est beaucoup critiquée, je sais qu'elle est beaucoup malmenée, et parfois à juste titre d'ailleurs. Mais vous voyez, une des premières images qui m'a marqué quand j'avais 9 ans, c'est la chute du mur de Berlin. Et j'ai cette image en tête tout le temps. Et donc, je considère que l'Europe, elle a apporté le bien le plus précieux, c'est-à-dire la paix et la liberté entre les peuples européens. Et ça, il faut jamais qu'on l'oublie. Je sais qu'en période de paix, je sais que là où c'est parfois difficile de travailler en commun, de faire un front commun des pays européens, on aurait tendance à tout jeter. Moi, j'ai cet engagement européen qui m'a conduit à l'UDF. Et puis la deuxième raison, c'est cette volonté d'équilibre, de tempérance, cette volonté de prendre les bonnes idées d'où qu'elles viennent. Et je trouvais que l'UDF incarnait cette fibre-là. Donc oui, cet engagement à l'UDF, il s'est fait très naturellement. Après l'UDF, vous avez quitté votre parti pour rejoindre l'UMP et soutenir Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles. Pourquoi ce virage à droite? D'abord, je n'ai pas quitté mon parti, c'est mon parti qui est mort, puisque l'UDF a implosé en 2 entre le Nouveau Centre et le MoDem, et donc c'était plus la même chose. Je retrouvais plus ce gaullisme social, cette idée aussi du libéralisme sociétal dans cet éclatement en fait de l'UDF. Et donc c'est naturellement que j'ai rejoint l'UMP parce que l'UMP, rappelez-vous, à l'origine, la volonté d'Alain Juppé, c'était de faire un même parti ensemble, l'UDF et le RPR. Et donc j'ai cru à cette initiative politique-là et je me suis engagé dans l'UMP et au sein de cette famille politique. Et c'est Nicolas Sarkozy qui m'a amené à l'UMP parce que j'ai aimé la fougue, l'engagement, la détermination et la combativité de l'homme. Donc vous avez formé votre terreau électoral dans l'Ain. On vous voit souvent sur le terrain, notamment dans votre ville d'Oyonnax. Or, vous êtes originaire et avez grandi à Nîmes. Et vous êtes arrivé dans l'Ain en 2010 à l'occasion des élections régionales où vous gagnez d'ailleurs un siège de conseiller régional. Est-ce que le fait d'être un député parachuté a été un problème pour vous? Non, ça a été un combat. Ça a été un combat parce que quand vous êtes né à Nîmes, que vous arrivez avec l'accent du Sud, que vous avez une culture camarguaise et que vous arrivez dans un département de l'Ain avec une terre de tradition, une terre de résistance, une terre où on aime bien les gens qui viennent de là, eh bien forcément il faut faire ses preuves. Donc j'ai dû prendre mon bâton de pèlerin, j'ai dû finalement… On a déjà fait le reproche
Oui, bien sûr qu'au début, tout le monde, j'ai même eu, vous savez, des affiches, on m'a collé des affiches avec des parachutes en disant trace ta route ailleurs. Donc, bien sûr qu'il y avait cela. Et notamment lorsque j'ai été candidat aux législatives pour être député en 2012. Mais voilà, j'ai pas triché, j'ai pas menti. J'ai dit que ce qui comptait, c'est la manière dont on s'engageait, dont on s'installait dans un territoire. Et ça fait 10 ans que j'y suis et j'y suis parfaitement bien et je suis heureux aujourd'hui d'être un Indinois. Donc vous avez un parcours qui est, disons, précoce. Vous l'avez dit, en 2009, vous devenez le plus jeune député européen à seulement 29 ans. Et à l'Assemblée nationale, vous êtes devenu le troisième plus jeune député de la législature de 2012. Est-ce que déjà à l'époque, vous vous disiez que la jeunesse pouvait être une force en politique? Oui, elle peut être une force, elle doit être un atout, elle peut être aussi parfois un inconvénient, mais oui, moi j'ai toujours considéré qu'il fallait bousculer les portes. Vous savez, en France, ce matin, j'ai fait la radio suisse, RTS. Et vous savez, ils m'ont dit, c'est bizarre, en France, c'est le pays où on recycle le plus ses politiques. C'est le pays où le retour en politique est le plus possible. Ils nous disent, en Suisse ou dans d'autres pays européens, ce n'est pas possible. Eh bien, je pense que c'est ça qui explique qu'il y ait peu de jeunes finalement en politique qui s'engagent, que ça soit difficile et moi j'ai envie de bousculer ça. Je pense que la politique doit être un moment dans sa vie et doit pouvoir s'engager, y compris quand on est jeune. On peut être élu, bien entendu. Et est-ce que c'est une bonne chose d'occuper de si hautes fonctions à un si jeune âge? Je l'espère. Je pense que oui. Vous savez, rappelez-vous Michel Barnier, je crois qu'il avait 26 ou 27 ans quand il a été élu président du Conseil général de Savoie. Et on a vu la carrière qu'il a eue et l'incarnation qu'il a eue en tant que commissaire européen ou en tant que spécialiste du Brexit. Donc tout ça pour vous dire que c'est possible. Simplement, la jeunesse, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on a tous les droits. C'est pas parce qu'on est jeune que forcément on a un bon politique. Et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas parfois des réflexes de vieux. Et donc l'enjeu aussi, je pense, c'est d'être jeune dans l'âge, mais c'est aussi d'être jeune dans sa tête et d'être jeune dans sa volonté de transformer le monde. Ce qui importe, c'est cela. Merci Damien Abad, merci Axel Savoie. On est toujours sur Fréquence ESJ It's and Talk et dans quelques instants, nous aborderons le fameux plan de déconfinement qui avait été présenté et voté à l'Assemblée nationale le 28 avril dernier. Les Républicains avaient élaboré leur propre stratégie de déconfinement. Mais avant ça, aujourd'hui, c'était le retour à l'école pour 1,5 million d'élèves. Comment cela s'est-il passé et quelles ont été les mesures à respecter? On voit ça avec Ludmila Clocher. Il faut évidemment être prudent, a rappelé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. C'est pourquoi nous avons mis en place des protocoles sanitaires très stricts. Lavage des mains à répétition, port du masque recommandé pour les enseignants, respect en permanence des gestes barrières et limitation du nombre d'élèves par classe. Tout cela devrait permettre une remise en marche de l'école. Après 2 mois de déconfinement, certaines écoles seulement ont rouvert leurs portes. Après la pré-rentrée des professeurs ce lundi, aujourd'hui, près de 1,5 million d'élèves sont retournés dans les classes, accueillis par 130 000 enseignants. Les parents avaient tout de même le choix d'amener ou non leurs enfants à la maternelle et à l'école élémentaire. Les collèges devraient commencer à rouvrir à partir du 18 mai dans les départements verts, c'est-à-dire les zones où le virus circule peu. Mais cette rentrée ne se déroulera pas de la même façon partout en France. Beaucoup de communes ne sont pas prêtes à la rentrée des classes. Certains professeurs ont décidé de continuer à faire cours à distance, que ce soit pour des raisons personnelles ou médicales. Selon le ministre de l'Éducation, d'ici la fin mai, l'objectif c'est que tous les élèves soient à un moment donné revenus à l'école. Priorité aux grandes sections de maternelle, au CP et au CM2, ainsi qu'aux élèves en situation de handicap ou en risque de décrochage scolaire. Merci Ludmila Clocher pour ces explications sur la situation dans les écoles. Damien Abad, on va rester sur ce sujet puisque le retour à la vie scolaire est sous tension entre interrogation et inquiétude. Bonsoir Paula Monesti-Andréani. Bonsoir Manon Blangis. Bonsoir Damien Abad. Bonsoir. Damien Abad, rouvrir les écoles, est-ce une bonne ou une mauvaise idée alors que l'OMS a appelé hier à une extrême vigilance? C'est nécessaire. Ça doit se faire simplement sous protection. Donc j'ai envie de dire c'est une bonne idée à condition qu'on ait les protections suffisantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des tests pour les enseignants, pour le personnel des établissements scolaires. Ça veut dire des prises de température dans les établissements scolaires, le respect de la distanciation physique et un certain nombre de mesures sanitaires. Mais oui, c'est nécessaire. Vous imaginez un pays comme la France où pendant 6 mois, on n'aurait pas accès à l'école? Je pense que ceci ne serait pas possible. Selon vous, le protocole sanitaire de 63 pages du gouvernement, est-ce qu'il suffirait à permettre aux écoles de réouvrir en toute sécurité? Vous savez, le risque zéro n'existe pas. Quand vous prenez votre voiture, vous avez un risque. Quand vous sortez dehors, vous avez un risque. Et même chez vous, vous avez un risque. L'objectif, c'est de limiter les risques. C'est de limiter les risques et surtout de faire de la pédagogie. On l'a
vu aujourd'hui, il y a un protocole sanitaire qui a été mis en place qui parfois est très technique, un peu techno. Moi, je fais confiance aux maires, aux élus locaux, aux directeurs d'école, à la proximité, aux parents d'élèves. Je pense que c'est comme cela qu'on y arrive en étant au plus près du terrain, en prenant les mesures qui s'imposent. Mais oui, il faut, si on le peut, dans des classes bien sûr restreintes, pouvoir organiser ce retour progressif à l'école. Et cette mesure du volontariat, enfin cette décision, que ce soit sur le volontariat, est-ce qu'elle vous paraît juste, adaptée à la situation, ou il aurait fallu au contraire qu'elle soit obligatoire? Moi, j'avais beaucoup de réserves et j'ai toujours beaucoup de réserves sur le volontariat parce qu'il y a une sorte d'école à la carte qui se crée avec un triple volontariat. Est-ce que c'est soumis au bon vouloir des parents d'élèves? C'est soumis au bon vouloir des directeurs d'école, des maires et puis parfois même des professeurs? Je pense qu'il ne faut pas oublier que dans notre pays, l'instruction est obligatoire et que donc ce caractère volontaire ne peut pas durer indéfiniment. Là aussi, très vite, on doit retrouver un fonctionnement normal, à condition, bien entendu, que le virus soit maîtrisé et que l'on évite une seconde vague importante. Mais est-ce que la solution aurait pu être l'école à la maison pour ceux qui le peuvent et obligatoire pour ceux qui ne le peuvent pas pour cause de mauvaises connexions ou matériel insuffisant? Je crois que c'est un petit peu ce qui est fait en essayant de détecter ce qu'on appelle les décrocheurs, de détecter les personnes, les enfants qui ont du mal soit à avoir un suivi dans un enseignement à distance, soit parce que la famille ne peut pas le faire. Donc oui, il faut le faire comme ça. Je pense qu'il faut être très pragmatique dans cette période-là et que ce qui est important, c'est de permettre l'accès à l'école pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et sur France Info, vous aviez déclaré qu'il y a deux solutions. Soit le gouvernement fait comme l'Allemagne avec les tests dont vous parliez tout à l'heure, soit il y a suffisamment de masques pour en porter dans les transports et à l'école. La mesure, dans le protocole du gouvernement, il est expliqué que les masques ne sont pas obligatoires, mais recommandés pour les collégiens et le primaire. Est-ce que ça vous semble une bonne recommandation ? Écoutez, moi j'ai cru comprendre que pour les collégiens et les lycéens, le port du masque allait être en tout cas obligatoire ou vivement. Il est recommandé seulement. Ouais, mais je pense qu'il faut qu'il soit obligatoire. D'abord, dans les transports scolaires. Dans les transports scolaires, ça me semble indispensable parce que même si vous mettez une personne, un siège sur deux, les montées, les descentes entraînent des attroupements et donc le masque est indispensable dans ces conditions. Ensuite, je pense que pour les collégiens et les lycéens, il est aussi indispensable parce que vous savez, la distanciation physique, elle est compliquée et elle est parfois contraire à la relation sociale. Donc, c'est nécessaire. Par contre, je ne crois pas, bien sûr, que pour le primaire ou le maternel, ceci soit nécessaire, mais il nous faut au-delà du masque. Et je le dis aussi à tous les collégiens et les lycéens, au-delà du masque, le plus important et la priorité, c'est aussi la distanciation physique et les gestes barrières. Et comment on fait justement pour avoir cette distanciation physique avec de jeunes enfants qui sont les premiers à retrouver les bancs de l'école en maternelle? Mais en faisant des demi-classes, en mettant de la signalétique, en faisant confiance aux enseignants pour organiser les choses au mieux, en accueillant les enfants de manière progressive. On le sait, de toute façon, il ne pourra pas y avoir une distanciation physique parfaite. Aujourd'hui, heureusement, les études scientifiques et les premiers résultats nous montrent que les enfants notamment, sont peu touchés, voire même pas touchés par le coronavirus, en tout cas très peu, avec peu de symptômes, et heureusement. Donc je pense qu'il faut être très vigilant, et organiser et créer une pédagogie autour de ça. Parce que vous savez, au-delà de l'épidémie, on voit bien qu'il y a une évolution dans nos sociétés occidentales. Aujourd'hui, si les pays asiatiques sont mieux armés que nous, c'est parce qu'il y a cette culture, cette pédagogie qui est enseignée dès le plus jeune âge. Mais je pense qu'il faut qu'on profite de cette crise pour instaurer cette pédagogie, cette culture de la protection et la nécessité de respecter un certain nombre de gestes barrières, notamment en période d'épidémie. Et comment faire pour les enseignants et le personnel administratif qui, eux, seront au contact direct avec ces enfants et qui ne sont malheureusement pas autant immunisés peut-être que les enfants? Oui, vous avez raison. C'est pour ça que nous avons fait deux propositions. D'abord, le port du masque obligatoire pour les enseignants et tout le personnel des établissements scolaires et surtout des tests réguliers. Nous proposons la méthode allemande. La méthode allemande, c'est que les enseignants sont testés une fois par semaine, ce qui nous permet d'avoir une récurrence dans le test, une régularité et ce qui nous permet d'identifier
eh bien, à la fois les personnes qui ont des symptômes, mais aussi toutes celles et tous ceux qui sont asymptomatiques. Parce que ce que oublie le gouvernement de dire, c'est qu'il y a 30% des cas qui sont asymptomatiques. Et ceux-là, ils peuvent propager le virus. Et donc, il faut être vigilant. Et donc, nous avons proposé une stratégie de dépistage massive, systématique et régulière du personnel enseignant. Et vous pensez que la France aura la capacité, alors qu'elle a déjà des difficultés à achalander des masques dans certaines communes, vous pensez qu'elle aura la capacité de faire des tests pour tous les enseignants? C'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France, elle est à terre parce qu'elle manque de masques et parce qu'elle manque de tests. Et aujourd'hui, si le déconfinement est lent, c'est essentiellement pour ces deux raisons. J'ai entendu le ministre de la Santé annoncer l'objectif de 700 000 tests par semaine. J'ai le sentiment que cet objectif ne sera pas atteint et que ça pose inquiétude parce que nous avons proposé de tester les enseignants et de tester les publics dits fragiles et notamment dans nos EHPAD. Et aujourd'hui, en France, toujours dans nos EHPAD, il n'y a encore pas de tests systématiques. Et je pense qu'il faut tendre vers ça. L'Allemagne fait 3 millions de tests. Et donc, elle fait 3 fois plus de tests que nous. Et donc, finalement, on doit aller plus loin. Finalement, vu la difficulté qu'a le gouvernement à mettre en place ces tests et ces masques, on aurait peut-être pu choisir la solution italienne prise par Giuseppe Conte, c'est-à-dire ne pas revenir à l'école avant septembre. Ben non, parce que moi, je pense qu'on ne peut pas être fataliste et rester les bras croisés. C'est pas normal qu'un pays comme la France ne soit pas en capacité d'avoir suffisamment de masques et de tests. Je sais qu'il y avait des problèmes de stock sur les masques, mais je sais aussi que l'on aurait pu anticiper en passant un certain nombre de commandes. Même chose sur les tests. Je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir être en ordre de marche. Je viens, vous voyez, tout à l'heure, en fin de journée, d'interroger le monsieur déconfinement qui est Jean Castex. Et ma question, ça a été, est-ce que vous êtes en capacité de faire 700 000 tests par semaine? Et on voit bien aujourd'hui, il m'a dit qu'en termes organisationnels, nous étions en capacité de les faire. Et notamment avec la mise en place de plateformes, de laboratoires publics et privés. Et donc, voilà, il faut qu'on monte en puissance. Détecter, tester, isoler, c'est la clé de la réussite du déconfinement. Merci Damien Abad. Merci Damien Abad, merci Paula Monestier-Andréani. Vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook ou Instagram avec le hashtag #FréquenceESJ. Et pour permettre ce retour progressif à l'école, le plan général de déconfinement a dû être approuvé par l'Assemblée nationale, ce qui a été le cas le 28 avril dernier, après le discours du Premier ministre Édouard Philippe devant l'hémicycle. Le plan a recueilli 368 voix pour, 100 voix contre, 103 députés se sont abstenus. Avec Bastien Cochet et vous, Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, on revient sur les points de désaccord des Républicains avec ce plan. Bonsoir Bastien Cochet. Bonsoir Manon, bonsoir Damien Abad. Lors de ce vote, vous vous êtes abstenu, comme une majorité des députés républicains. Quel message vous pensez avoir envoyé à vos électeurs en vous abstenant lors d'un vote aussi scruté par les Français? Le message, c'est de dire nous, on est une force de proposition. On a mis sur la table un plan de déconfinement avec 50 propositions. On est la seule force d'opposition en France à avoir fait ce travail-là. On a sorti notre plan de déconfinement 72 heures avec celui du gouvernement. On l'a donné au gouvernement et on a dit voilà, on vous donne quelque chose clé en main. En fonction de la manière dont vous reprenez nos propositions, notre vote sera pour, contre ou abstention. Nous avons jugé que certaines propositions ont été reprises, d'autres non. C'est pour ça que nous sommes abstenus, parce que nous sommes pour le déconfinement, mais nous pensons que dans la manière dont le gouvernement organise ce déconfinement, il y a encore beaucoup de failles, de manques et de lacunes. Le 28 avril, lors donc du discours du Premier ministre à l'Assemblée, vous étiez l'un des rares députés qui étaient présents pour respecter les mesures de distanciation sociale. Vous avez alors parlé d'une abstention vigilante, exigeante et constructive. Vous avez reproché au gouvernement un manque de courage et de prise de risque dans ses décisions. S'abstenir, c'était donc courageux dans ce cas-là? Mais oui, c'est tellement plus facile de voter contre quand on est dans l'opposition. C'est tellement plus facile de dire non à tout, de faire aucune proposition et de s'opposer. Moi, je pense que celles et ceux qui nous écoutent, ils en ont marre de ce style d'opposition. Nous, on n'est pas Mélenchon, on n'est pas Le Pen. On n'est pas là pour faire un concours de décibels. On est là pour que la France s'en sorte. On est là pour être une force de proposition responsable. Donc oui, c'est courageux de s'abstenir parce que c'est toujours plus facile de voter contre. C'est toujours plus facile de s'opposer à tout. Alors vous aurez dit… Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que s'abstenir, c'est accepter sans faire de bruit? Non, parce que le groupe d'opposition qui a fait le plus de bruit pendant ce week-end, ça a été le nôtre. Parce qu'on ne s'est pas contenté d'un vote. On a fait des propositions et on les a mises sur la table. Et ces propositions, c'est celles qu'on fait débat. Très tôt, on a proposé par exemple le port du masque obligatoire dans les transports en commun, les tests systématiques pour les enseignants, le droit de visite dans nos EHPAD, les questions économiques. Sur tous les sujets, on a mis 50 propositions sur la table, on a été les seuls à le faire. Et donc, on ne s'est pas contenté d'un vote.
on a fait des propositions et on a été entendu, en tout cas par les Français, sur ces propositions. Vous avez dit devant l'Assemblée nationale que les Républicains voulaient être une opposition responsable, exigeante et utile. Vouloir marquer une différence avec l'opposition et le gouvernement, c'est votre but, c'est le but des Républicains et selon vous. Mais alors pourquoi est-ce que plus d'un tiers des députés de votre groupe ne vous ont pas suivi? Il y a eu 11 votes pour ce plan, 24 contre. Pourquoi il y a un tiers des Républicains qui ne suivent pas la marche qui a été donnée? Non, d'abord, vous avez 91 députés sur les 102 députés les Républicains qui n'ont pas voté le plan. Et donc, on avait dit qu'on était entre l'abstention et le vote contre. Il y a eu, je crois, 2 tiers d'abstention à peu près et une vingtaine de votes contre. Donc, on était à 91 députés qui n'ont pas voté le plan. Ensuite, il y en a 11 qui ont fait le choix de le voter. Et j'ai envie de dire, c'est la richesse de notre groupe. Nous, on n'est pas la République en marche. On n'est pas un parti et un groupe martial, où quand on ne vote pas comme le groupe, on exclut, comme je viens de voir encore cette semaine. Nous, notre principe, c'est la liberté de vote. On dégage des positions majoritaires, parce que c'est le rôle d'un groupe et d'une formation politique de dégager une position majoritaire sur un sujet, mais ensuite, on laisse la liberté à chacun. Parce que chaque député doit aussi juger en conscience, en fonction de son territoire, en fonction de sa conscience. C'est 11 députés dont Éric Woerth ont eu raison, ont eu en tout cas leur raison pour accepter et pour aller dans le sens de ce plan de déconfinement. Bien sûr, moi j'ai discuté avec Éric Woerth et je comprends ses arguments. Il me dit, moi je suis pour le déconfinement et donc je considère qu'il faut voter pour, même si je ne suis pas d'accord avec tout. Mais vous savez, c'est ça qui fait la force de notre groupe. On ne peut pas demander tout et son contraire. Tout le monde reproche aujourd'hui la République en marche et à juste titre de dire que c'est aujourd'hui un groupe qui, quand vous pensez un peu différemment, vous êtes exclu. Alors que le président de la République, je rappelle, a été élu sur un dépassement des clivages. Il a été élu sur une promesse de dépasser le clivage droite-gauche. Et il fait l'exact contraire à l'Assemblée nationale. Eh bien nous ne sommes pas la République en marche. Et nous acceptons qu'il y ait des sensibilités différentes, des votes qui parfois peuvent varier, à condition bien sûr qu'une large majorité, et c'était le cas puisque 2 tiers du groupe s'est abstenu, à condition qu'une large majorité du groupe détermine une position commune. Lors de la présentation de ce plan, l'un des points de discours, c'est l'utilisation des données personnelles dans le développement d'applications pour lutter contre le coronavirus, le fameux Stop Covid. Vous avez même déposé une proposition de résolution pour ce point spécifique, considérant qu'elle présente des risques juridiques, éthiques et sociétaux. Mais pour éviter à la France de sombrer dans la récession, comme vous avez dit vouloir le faire à l'Assemblée nationale, en sortant au plus vite, on aurait pu penser que vous soutiendrez une telle application. Pourquoi ce n'est pas le cas? Je crois que quand on est jeune, on ne doit pas brader les libertés. Quand on est jeune, on doit défendre nos libertés, y compris en période d'état d'urgence sanitaire. Il y a tellement de bonnes raisons de sacrifier nos libertés fondamentales, publiques et individuelles. Dans cette application-là, il y a des questions qui sont posées sur la liberté, sur la question de la confidentialité, de la conservation des données. Et puis, il y a une autre question qui est posée. C'est qu'aujourd'hui, cette application, elle n'est pas prête. Elle n'est pas opérationnelle et elle n'est pas efficace. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est M. Jean Castex, le monsieur déconfinement, qui vient de nous le dire tout à l'heure. Donc, comment voter et soutenir pour mettre en place un dispositif qui porte atteinte à certaines de nos libertés et qui, en plus, pour le moment, n'a pas d'efficacité parce qu'il n'est pas opérationnel. Le débat, on l'aura quand le dispositif y sera prêt. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas prêt. Autre méthode qui a été envisagée et qui l'est toujours, c'est le contact tracing, alors en collectant des données médicales et non médicales, mais sauf que là, on les conserverait alors 1 an. C'est ce qui ne vous plaît pas avec cela. Si on raccourcissait ce délai, est-ce que vous seriez plus prêt à cette option-là? Oui, c'est pour ça qu'on a voté contre en première lecture et qu'ensuite on a voté pour le texte d'état d'urgence parce qu'on a ramené la durée de conservation des données de 1 an à 3 mois. Et pourquoi on a fait ça? Vous imaginez, dans les territoires, partout dans les départements, vous allez avoir des centaines d'agents d'assurance maladie qui vont détenir des données médicales sur toutes les Françaises et les Français qui vont bien au-delà du coronavirus et qui vont garder ces données pendant 1 an. Je ne suis pas sûr que ni vous ni moi n'apprécierez cela. Le secret médical, ça a du sens. Bien sûr qu'on a besoin d'informations. Bien sûr qu'on en a besoin pour détecter, pour tester et pour isoler, c'est nécessaire. Mais il fallait encadrer cela. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel qui a rendu sa décision aujourd'hui est allé encore plus loin que nous, puisqu'il a mis encore plus de garanties et encore plus de garde-fous. Vous voyez, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Y compris en période d'état d'urgence sanitaire, on n'a pas le droit de brader nos libertés, on n'a pas le droit de brader nos droits fondamentaux. On doit respecter cela et on peut très bien faire les choses en le respectant. C'est la voie qu'on a proposée chez les Républicains et au niveau du Conseil constitutionnel. Merci Damien Abad.
Merci beaucoup. Merci Damien Abad, merci Bastien Cochet. On est encore ensemble pendant 30 minutes sur Fréquence ESJ, It's and Talk, avec vous Damien Abad, député Les Républicains de la 5e circonscription de l'Ain. Et avant de revenir sur la communication du gouvernement en ces temps de crise sanitaire, on fait le point sur la situation des masques. Ils représentent un enjeu capital depuis le début du confinement. En mars, la France était en pénurie. Aujourd'hui, les masques grand public sont disponibles en grande surface. On retourne en arrière et on fait l'historique de la situation avec Mélodie Sforza. La France était-elle réellement préparée à la crise sanitaire? C'est la question que se posent les aides-soignants depuis le début de la crise du Covid-19. Réclamés par les médecins, recherchés par une population au bord de la psychose et même volés dans les hôpitaux, les masques étaient introuvables en mars. Emmanuel Macron avait d'ailleurs demandé le déstockage de 15 à 20 millions de masques, une initiative non suffisante puisque la France a dû commander 2 milliards de masques à la Chine. Le manque d'anticipation de l'État a d'ailleurs été fortement critiqué. Visiblement, ça n'a pas été anticipé. On nous a dit qu'il y avait des réserves, mais on se rend compte que rien n'arrive, avait déclaré Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins de France en avril. Mais alors, que s'est-il passé? Eh bien, Olivier Véran, le ministre de la Santé, identifie 2 facteurs. Tout d'abord, l'État a réagi trop tard. Il a attendu fin février pour passer les commandes de masques. Or, il aurait fallu agir le 30 janvier lorsque l'Organisation mondiale de la santé a décrété l'urgence sanitaire internationale. Le deuxième facteur, c'est l'ingérence de l'État face à l'épidémie précédente, celle de la grippe H1N1. Trop de masques avaient été commandés. En 2011, il a été déterminé que la France n'avait pas à faire des stocks de ces fameux masques FFP2. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce désormais que 100 millions de masques seront distribués dans la semaine du 11 mai, donc cette semaine. Son port est désormais obligatoire dans les transports en commun sous peine sinon d'être verbalisé d'une amende de 135 €. 17 millions de masques seront fabriqués en France par semaine, a précisé le ministre de la Santé. Au total, 1,5 milliard de masques doivent donc être livrés avant la fin du mois de mai. Merci Mélodie Sforza pour ces précisions. Maintenant que nous y voyons plus clair sur l'évolution de ces stocks de masques en France, on revient avec vous, Damien Abad, sur cet état des lieux et le futur de ce stock stratégique, Bastien Cochet. Damien Abad, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le stock de masques est enfin suffisant pour assurer le déconfinement sans risque de deuxième vague? Honnêtement, je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le masque, c'est une faillite d'État massive. Ce qui s'est passé sur les masques en France est totalement inacceptable du début jusqu'à la fin. Quand on nous explique au mois de mars, en pleine épidémie, que le port du masque n'est pas recommandé et que 3 semaines après, on nous dit l'exact inverse, on se moque des Français. Et ça, c'est pas sérieux. Sur la question de la doctrine, sur la question aussi des masques, on va certainement y revenir, mais les masques qui ont été brûlés, sur la question aussi du fait qu'un jour, on autorise les pharmacies à vendre des masques, le lendemain, on interdit de le faire. Ensuite, on autorise les grandes surfaces à vendre les masques. Bref, c'est un bazar absolu. Donc, pour vous, le gouvernement savait sciemment depuis le début que le port du masque était obligatoire, mais ne l'a pas dit parce qu'il n'en avait pas? Bien sûr, bien entendu que la doctrine elle a été adaptée à la pénurie. Le problème, c'est qu'on a construit une doctrine sur la pénurie de masques. Et c'est ça qui n'est pas admissible. Moi, j'aurais préféré que le directeur général et le ministre nous disent, voilà, on a un problème de masque, le port du masque, il est recommandé, mais on ne peut pas vous garantir à chaque Français d'en avoir un. Donc, essayez des systèmes D. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est grâce à nos entreprises. C'est grâce à toutes ces femmes et ces hommes qui se sont engagés de manière artisanale avec des masques en tissu qu'on a des Françaises et des Français qui ont des masques aujourd'hui. Et moi-même, dans ma circonscription, les masques, je les ai eus grâce au département, grâce à la région et grâce aux entreprises. Mais en aucun cas grâce à l'État. Pour vous, l'État, il a en quelque sorte du sang sur les mains pour ne pas avoir dit à tout le monde de porter des masques directement dès le début de la crise? Vous savez, j'emploierai pas ces mots-là. Moi, je ne suis pas un Robespierre de la politique. Je ne suis pas là pour être procureur. Je ne suis pas là pour être dans un tribunal. Je pense que je laisse ça à d'autres. Ce n'est pas ma conception de la politique. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité politique. Je dis que quand on est ministre du gouvernement, on doit dire la vérité aux Français, y compris quand cette vérité, elle est dure à dire. Et sur les masques, on n'a pas dit la vérité. Sur les masques, on n'a pas été bon, parce qu'au-delà du discours, c'est qu'ensuite, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon sur les commandes, on n'a pas été bon sur l'approvisionnement, on n'a pas été bon sur le discours. Bref, c'est un raté du début jusqu'à la fin. Notamment dans l'approvisionnement, dans une interview donnée au Progrès, au moment où les masques ont commencé à être disponibles en grande surface, vous estimiez que l'État a été supplanté par les grandes surfaces. Selon vous, est-ce que les grandes surfaces ont tiré profit de la situation et ont empêché à l'État de fournir au mieux les soignants ou les travailleurs essentiels? Non, moi j'accuse pas les grandes surfaces. Tant mieux si les grandes surfaces ont pu avoir des masques et les vendre aux Français à prix coûtant. Là où ce que j'accuse, c'est l'État. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Carrefour ou Leclerc
soit plus puissant que l'État français pour acheter des masques. Il y a deux choses l'une. Soit les centrales d'achat des hypermarchés sont plus puissantes. Et alors, je ne comprends pas pourquoi l'État ne s'est pas appuyé sur les grandes surfaces pour approvisionner et réquisitionner des masques. Soit ce n'est pas le cas, et alors je ne comprends pas pourquoi l'État s'est fait supplanter d'une telle manière-là. Donc c'est ça qui est incompréhensible. C'est qu'on a dit tout et son contraire aux Français. Et pourquoi, dans le même temps, on a autorisé les grandes surfaces à vendre des masques, on a interdit les pharmacies à en faire de même. Ça, c'est incompréhensible. Est-ce que pour vous, même si les grandes surfaces les vendent à différents prix, les masques devraient tout simplement être gratuits et distribués par l'État ? Écoutez, on a fait une proposition chez les Républicains, c'est qu'au moins, on ne paye pas la TVA sur les masques. Le gouvernement a accepté, parce que je ne sais pas si vous imaginez, un masque fabriqué en France, vous payez une TVA qui était à 20,6. On a réussi à la ramener à 5,5. On voudrait que cette TVA elle soit à 0, parce qu'on considère qu'on n'a pas à payer la TVA sur les masques. Ensuite, je pense qu'il faut aussi des distributions gratuites de masques, notamment pour celles et ceux qui sont dans le besoin. Mais je le dis, beaucoup de communes de France l'ont fait. Beaucoup de communes de France l'ont fait. Beaucoup d'initiatives aussi privées, beaucoup d'initiatives solidaires, des associations qui font… Ça aurait dû être fait au niveau de l'État, au niveau national ? Peut-être, certainement, mais aujourd'hui, la difficulté pour l'État, elle est totale. Elle est sur la distribution, elle est sur la gratuité, elle est sur l'approvisionnement. Et c'est difficile de dire je vais donner des masques gratuitement aux Français quand vous n'êtes pas en capacité d'en distribuer. Vous militez pour un port du masque obligatoire dans les transports, les grandes surfaces, et vous l'envisagez pour l'ensemble de l'espace public. Est-ce que le gouvernement est trop laxiste sur la question des masques pendant le déconfinement ? Je pense que désormais, le gouvernement a compris. On a été les premiers à demander le port du masque obligatoire dans les transports en commun. Ça nous semble essentiel. Et également dans les grandes surfaces ou dans les lieux… Le gouvernement vous a écouté sur les transports en commun ? Oui, sur les transports en commun, mais pas sur les grandes surfaces. Après, moi, je ne suis pas pour un port du masque obligatoire partout. Quand vous allez vous promener en forêt, quand vous allez vous balader au bord d'un lac, vous n'avez pas besoin du masque. Le masque, il est fait pour des situations où il y a des rassemblements, des attroupements, et notamment dans des milieux fermés. Et donc, c'est là où il faut prévoir le masque. C'est bien sûr les transports en commun, c'est la question des écoles qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est la question des grandes surfaces commerciales. C'est en 2013 que l'État a décidé de changer la stratégie en réduisant les fameux stocks de masques et préféré importer et relancer les productions en cas de besoin. Stratégie donc, qui a montré ses limites lors de cette crise du coronavirus. Mais c'est le gouvernement Hollande qui avait pris cette décision. Est-ce que vous rejetez la faute maintenant sur le gouvernement d'Emmanuel Macron ? Est-ce que vraiment il aurait pu prévoir ? Est-ce qu'aucun gouvernement aurait pu prévoir ces événements ? Écoutez, j'ai été le premier à demander une commission d'enquête. Cette commission d'enquête, elle aura lieu. Elle aura lieu une fois que la crise sera passée et on fera la lumière sur tout ça. Ce qui est sûr, c'est que le changement, vous avez raison, il s'est fait en 2013. Et moi, je veux saluer l'engagement de Xavier Bertrand, de Nicolas Sarkozy et Roselyne Bachelot, qui parfois ont été un peu moqués quand il fallait acheter en masse des masques ou des vaccins. Eh bien, aujourd'hui, avec le recul, on voit à quel point ils avaient raison et ils étaient prévoyants. Oui, il y a une responsabilité. Il faudra regarder pourquoi on a perdu autant de masques qu'on appelle FFP2, c'est-à-dire les masques faits notamment pour le personnel soignant et les masques chirurgicaux. Comment se fait-il qu'on dépend du reste du monde ? Comment se fait-il qu'on ait abandonné notre souveraineté sanitaire, qu'on ait donné cette souveraineté aux pays asiatiques et à la Chine notamment ? Et je pense qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, on a une grande puissance comme la France qui est à terre parce qu'elle manque de masques et de tests. Les masques qui sont le produit peut-être le plus facile à créer. Et c'est ça qui interroge et qui fait que on a beaucoup d'interrogations sur la capacité de notre pays à organiser l'avenir. Vous aviez d'ailleurs des doutes sur la capacité du gouvernement, encore il y a quelques jours, à mobiliser assez de masques pour tous. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les commandes qui sont annoncées et qui commencent à affluer, est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que vous pensez que la France ne sera jamais capable d'avoir assez de masques pour tout le monde ? Des doutes, on en aura jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Heureusement que les régions ont été là. Moi, je suis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez a fait beaucoup pour qu'on ait des masques par habitant. Heureusement que les collectivités locales ont été là et que les entreprises ont été là. Aujourd'hui, il y a des masques qui arrivent. Mais enfin, quand vous voyez les images qu'on a vues sur les tarmacs des aéroports de bataille de masques, on se dit mais dans quel monde on est ? La réalité aujourd'hui, c'est que tant que nous n'aurons pas une production française de masques autosuffisante, alors on dépendra toujours du reste du monde et alors on sera toujours à la merci d'une pénurie de masques. Donc il nous faut retrouver la souveraineté sanitaire et une production nationale autosuffisante. Merci Damien Abad. Merci.
Merci Damien Abad, merci Bastien Cochet. On est toujours sur Fréquence ESJ It's and Talk. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que tous les numéros de 20h l'invité sur notre chaîne YouTube Fréquence ESJ, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Et c'est l'heure d'aborder la question de la communication au sein du gouvernement. Au cours de la pandémie, elle a été fortement critiquée, le maintien des élections municipales ou encore la pénurie de masques. Comme on l'a vu, la capacité de l'exécutif à gérer cette crise est aujourd'hui remise en cause. Bonsoir Axel Rebaud. Damien Abad, on parle beaucoup des erreurs du gouvernement. Selon vous, est-ce qu'il y a eu des mensonges lors de cette crise? La commission d'enquête le dira. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'injonctions contradictoires, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. La question des masques, pour moi, est la question centrale, je trouve, des erreurs et des défaillances de ce gouvernement. Est-ce qu'ensuite il y a eu mensonge ou pas? Ce n'est pas à moi de le dire. Il y aura une commission d'enquête, il y aura un certain nombre de responsabilités politiques qui seront posées. On verra à ce moment-là. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que ce déconfinement en France, il se fasse sous protection, c'est-à-dire enfin avec suffisamment de masques et de tests pour les Français. Pour les masques, justement, la France apparemment n'en avait pas assez, peut-être même pas pour les hôpitaux. Est-ce que la France, le gouvernement en tout cas, aurait dû le dire ouvertement, selon vous, Damien Abad? Oui, très clairement oui. Oui, la France aurait dû le dire qu'on manquait de masques et qu'il fallait organiser la production. Moi, je pose des questions très concrètes. Quand la première commande de masques a été passée, pourquoi on n'a pas très vite réorienté notre outil industriel pour produire des masques? Pourquoi on n'a pas eu des consignes gouvernementales qui ont été lancées dans ce sens? Pourquoi on a autorisé les pharmacies à vendre des masques et le lendemain à ne plus les vendre? Pourquoi on ne s'est pas appuyé sur les grandes surfaces immédiatement? Il y a une enquête du Monde qui a été très bien faite d'ailleurs, qui explique toutes ces questions. Aujourd'hui, nous avons des interrogations. Nous n'avons pas des réponses, nous avons des interrogations. Mais oui, il va falloir… Pourquoi il faut voir? Moi, ça ne m'intéresse pas de mettre vous voyez, un ministre au tribunal. Ce n'est pas mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse en tant que responsable politique, c'est juste ce qui m'intéresse en tant que responsable politique, c'est de tirer les leçons de cette crise. Vous comprenez, Damien Abad, que si l'État avait dit ouvertement qu'on n'avait pas assez de masques, il y aurait peut-être eu une vague de panique en plus de l'épidémie? Non, je pense que si on avait expliqué les choses, il n'y aurait pas eu de vent de panique. Il y en a assez aussi de croire d'infantiliser les Français et de dire qu'ils ne comprennent jamais rien, qu'ils vont paniquer à tout. Et pourtant, on l'a vu que même sans préciser cette crise avec les masques, il y a eu une vague de panique. On a vu les gens se ruer dans les magasins pour faire des vivres avant le confinement. Vous ne pensez pas que ça aurait aggravé les choses? Non, parce qu'il faut faire de la pédagogie. Il suffisait d'expliquer aux Français que les masques allaient d'abord être distribués au personnel soignant, aux personnels qui sont en contact avec le public fragile, d'inviter les entreprises à produire massivement ces masques, de lancer des commandes massives de masques tout de suite, en anticipation, et d'expliquer qu'ensuite, ces commandes, elles allaient arriver. Je rappelle qu'on était en période de confinement, et que donc en confinement, il y a beaucoup de Françaises et de Français qui sont restés chez eux, notamment toutes celles et tous ceux qui pouvaient être en télétravail, et que ceux-là, ils n'ont pas besoin de masques puisqu'ils restaient chez eux. Ils en avaient besoin peut-être uniquement pour faire leurs courses, par exemple, sachant qu'il y a des systèmes de drive qui existent aussi. Donc on aurait très bien pu organiser cela. Je ne crois pas que, vous savez, ce n'est pas en masquant la vérité qu'on arrive à des bons résultats. C'est vrai pour les masques. Au début de la crise, c'était le 19 février, la France avait envoyé 17 tonnes de matériel médical à la Chine, à Wuhan, pour régler cette épidémie. Est-ce que ce matériel, pour vous, il a manqué? Est-ce qu'on aurait dû le garder pour nous? Certainement, mais même avec ce matériel, ça n'aurait pas été suffisant. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a manqué, c'est d'une souveraineté sanitaire, c'est un défaut d'anticipation, c'est une défaillance de l'État et c'est un discours de vérité. C'est ça qui a manqué. Notamment pour les tests, on sait qu'on utilise pour les produire des produits qui sont importés des États-Unis et de Chine. Ça nous en a manqué également. Est-ce que pour vous, il faut absolument qu'on devienne à nouveau indépendant pour oui, il faut qu'on redevienne indépendant et puis il faut qu'on facilite les choses. Moi, vous savez, j'ai été président de mon département dans l'Ain. Mon laboratoire départemental d'analyse, il est en capacité de faire des tests. Eh bien, quand vous avez toutes les réglementations, toutes les contraintes, tout ce qui s'est mis les uns à côté des autres, il a fallu attendre des jours et des jours avant de pouvoir organiser ces tests-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de la France, c'est qu'elle est victime de cette technocratie administrative, de cette technocratie bureaucratique qui fait qu'on a du mal à prendre des décisions, à les appliquer et à ce qu'elles se réalisent concrètement sur le terrain. Pourtant, on a des laboratoires publics, on a des laboratoires privés, on a des plateformes qui sont en place et qui peuvent nous permettre de faire des tests. Je vous prends juste cet exemple très concret. Pourquoi aujourd'hui, on interdit à des entreprises qui veulent tester leurs salariés,
par le biais de leur médecin du travail et qui ont les tests nécessaires pour le faire, pourquoi on interdit de les tester? Je ne comprends pas. Par ailleurs, avec les tests, Emmanuel Macron et Olivier Véran affirment qu'il est inutile de dépister tous les Français, en tout cas massivement. Pour vous, Damien Abad, dépister massivement, c'est la seule solution. Pourquoi est-ce que vous pensez cela? Oui, massivement, ça ne veut pas dire tous les Français, mais je souhaite qu'on teste massivement. Pourquoi? Parce que vous avez un tiers des cas qui sont asymptomatiques. Et que donc, quand vous ne testez pas les personnes asymptomatiques, eh bien, vous avez des femmes et des hommes qui se baladent dans la nature et qui peuvent propager le virus. L'autre chose, c'est qu'on nous dit on va tester tous les cas symptomatiques. Mais aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Et aujourd'hui, il y a des cas symptomatiques qui préfèrent parfois rester chez eux par crainte, par peur ou parce qu'ils ne savent pas si on pourra être testé. Pourquoi? Parce que le médecin généraliste, il a été abandonné au départ. On a renvoyé tous les Français sur le 15, sur le SAMU. Et alors que la bonne chose, c'est justement d'abord de commencer par le médecin général. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Mais on a perdu 2 mois sur ce sujet-là. Donc oui, il faut une stratégie massive. J'en ai parlé tout à l'heure sur les enseignants, dans les EHPAD, sur les personnels fragiles. Je pense qu'il faut massifier parce que c'est la clé du déconfinement. Les tests, c'est la clé de la réussite du déconfinement. Pour vous, aujourd'hui, avec 700 000 par semaine, donc des tests en France, ce n'est pas suffisant? Mais le problème, c'est qu'on n'y est pas. On n'y est pas aux 700 000. Et on est loin du compte. J'attends d'ailleurs d'avoir les chiffres, mais vous avez vu que depuis que les tests ont démarré, on n'a plus de chiffres. La réalité, c'est qu'on n'est pas. Et je pense même qu'on n'est même pas à la moitié de ce chiffre-là. Et donc, il faut en comprendre les raisons. On nous dit qu'on a les capacités, qu'on a le stock suffisant, qu'on a les tests qui nous permettent de le faire, qu'on a les moyens matériels, qu'on a les moyens organisationnels. Alors, j'ai une question, pourquoi on ne les fait pas? Et on ne pourra pas venir nous dire, parce que je vois bien la petite musique qui est en train de monter. C'est celle qui nous explique que si on ne fait pas 700 000 tests, c'est la faute des Français parce qu'ils ne vont pas se faire tester. Non. La vérité, c'est que si on avait une politique de tests déterminée, par exemple sur les enseignants, sur les personnels des établissements scolaires, sur les EHPAD, sur les publics fragiles, sur les personnes âgées, eh bien, on l'aurait atteint cet objectif de 700 000 tests. Donc, il ne faut pas faire reporter cette faute sur les Français comme je sens que ceci est en train de se faire. Merci Damien Abad. Merci beaucoup. Merci Damien Abad, merci Axel Rebaud. On a évoqué jusqu'ici la situation de la crise du Covid-19 en France. On part maintenant à l'international et avant qu'Axel Rebaud ne revienne vous interroger à ce sujet, on éclaircit quelques points. Le coronavirus continue de se propager dans le monde. 4,2 millions de personnes ont déjà été contaminées et 283 000 en sont décédées. Mélodie Sforza, on fait le bilan sur la situation à l'étranger avec vous. Les États-Unis restent le pays le plus sévèrement touché par la pandémie du Covid-19. Plus d'1,3 million d'Américains ont été contaminés et 80 000 sont décédés des suites du virus. Le dernier bilan quotidien est de 776 décès, un chiffre encore très élevé. Pourtant, c'est le bilan le plus bas depuis début mars. Selon plusieurs modèles épidémiologiques, dont l'Institut des mesures et évaluations de la santé, la barre des 100 000 morts pourrait être atteinte d'ici début juin. Ce risque n'effraie pas le président des États-Unis, Donald Trump. Ses conseillers espèrent voir redémarrer l'économie du pays dès la fin de la semaine. Le continent européen est lui aussi très touché par la pandémie. Le Royaume-Uni est en Europe le pays le plus endeuillé. Le Royaume-Uni déplore près de 32 000 victimes. Pour assurer la sécurité du pays, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 1er juin. De son côté, l'Italie compte 30 000 décès. Le pays est suivi de près par l'Espagne et la France qui enregistrent 26 000 victimes. Les contaminations et le nombre de morts commencent à diminuer dans de nombreux pays européens. Tous commencent petit à petit leur déconfinement, mais restent soumis à de sévères restrictions. À ce stade, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète par contre d'une seconde vague de contamination. De nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en Chine, dont 5 à Wuhan, après plus d'1 mois de déconfinement. C'est aussi le cas en Corée du Sud. La progression du virus avait été stoppée. Pourtant, Séoul, la capitale du pays, a été contrainte de fermer ses bars et boîtes de nuit après l'apparition de nouveaux cas de Covid-19. L'Allemagne est souvent citée comme exemple pour l'efficacité de sa gestion de la crise, a enregistré 50 nouvelles contaminations dans 3 cantons de 100 000 habitants. Merci Mélodie Sforza pour ce bilan à l'étranger. En France, on le sait, nous avons commencé notre déconfinement hier. Des mesures strictes ont été instaurées. La France est aujourd'hui à plus de 26 000 décès dus au coronavirus. La pandémie semble pour l'instant reculer sous l'effet du confinement. Certains membres de l'opposition affirment cependant que la France a particulièrement mal géré la crise par rapport à d'autres pays. Axel Rebaud. Damien Abad, est-ce que la France, aujourd'hui, fait vraiment partie des mauvais élèves dans cette crise ? Écoutez, il faudra qu'on regarde chacun des indicateurs, mais quand on regarde le taux de mortalité
par habitant, quand on regarde la lenteur du déconfinement, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans le peloton de tête. Ce qui est sûr, c'est que la France, parce qu'elle a manqué de masques et parce qu'elle a manqué de tests et parce qu'elle a manqué de stratégie cohérente et d'un cap clair fixé dès le début, elle est aujourd'hui en retard et elle est décrochée. Mais les masques, il y a eu quand même une pandémie, une pénurie mondiale de masques. Tous les pays en ont manqué. Oui, ça c'est vrai. Mais il faut quand même noter que certains pays aujourd'hui sont en capacité de distribuer des masques à l'ensemble de la population, que certains pays n'ont pas tenu des injonctions contradictoires sur les masques et ont eu des propos qui étaient clairs et empreints de vérité et de pragmatisme, ce qui n'a pas été le cas en France. En France, par exemple, contrairement au Royaume-Uni, qui a par exemple notamment 1377 nouveaux cas aujourd'hui contre 456 en France, le Royaume-Uni, eux, ils ont un peu attendu que leur Premier ministre, Boris Johnson, tombe malade pour véritablement réagir. Oui, vous savez, ces comparaisons internationales, il faudra qu'on les fasse à tête reposée pour voir vraiment ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Moi, je note quand même que l'Allemagne, elle a testé 5 fois plus que la France et elle a 5 fois moins de morts. Et ça, c'est quand même une réalité. Je note qu'aujourd'hui, oui, il y a des pays qui sont en difficulté, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, il y en a d'autres qui s'en sortent mieux, y compris dans les pays asiatiques comme Singapour par exemple, l'Allemagne, il y a des pays scandinaves sur lesquels il faudra aussi s'interroger sur le modèle. Vous savez, moi je suis frontalier avec la Suisse, le modèle suisse m'intéresse beaucoup également, et donc il faudra regarder et analyser tout ça et en tirer les leçons. Après, il y a peut-être une différence, notamment avec la densité de population, notamment avec la Suisse ou des pays comme le Danemark. En France, et on a forcément des résultats qui peuvent diverger. Oui, mais avec l'Allemagne, on ne peut pas donner cet argument-là. Mais avec l'Espagne également. Avec l'Espagne ou le Royaume-Uni, pourtant, on s'en sort bien mieux qu'eux. Pourquoi est-ce qu'on prend tout le temps le parti de montrer la France comme le mauvais élève? Écoutez, ce n'est pas nous qui disons ça, ce sont les Français. Quand vous regardez les sondages, la France est le pays qui a la plus grande défiance à l'égard de ses gouvernements. Et ce n'est pas les militants, les républicains qui font les sondages, c'est la réalité de l'opinion française. Et donc il faut s'interroger pourquoi. Et parce que je pense qu'il y a eu trop d'injonctions contradictoires, trop d'infantilisation des Français. Après, je sais bien que c'est difficile. Vous savez, face à une crise comme celle-là, il faut aussi faire preuve de modestie et d'humilité. Et donc forcément, c'est difficile. Mais ce que je note aujourd'hui, malgré tout, c'est que pour moi, il y a un décalage, il y a un décrochage de la France, notamment par rapport à l'Allemagne. Et peut-être que certains se satisfont de cette situation et estiment que finalement notre pays s'en sort plutôt pas mal. Moi, je trouve que ce n'est pas le cas, même si on a échappé au pire avec le risque de saturation de nos hôpitaux, même si, il faut le dire, si notre pays aujourd'hui a échappé au pire, ce n'est pas grâce au gouvernement, c'est grâce à l'engagement de notre personnel soignant, 24 heures sur 24, c'est grâce au savoir-faire qu'il y a dans nos hôpitaux, et c'est grâce à cela, et grâce au savoir-faire de nos collectivités locales. Notre pays, il a tenu bon, pas parce qu'il y avait un Premier ministre ou des ministres de qualité ou autres, peut-être qu'ils ont participé à cela, mais il a tenu bon parce qu'il y avait des livreurs, parce qu'il y avait des infirmiers, parce qu'il y avait des femmes et des hommes qui se levaient le matin. Peut-être aussi avec le confinement qui a été instauré dans le pays pendant 55 jours, qui a quand même, à mon avis, sauvé plusieurs milliers de vies. On voit notamment aux États-Unis où le gouvernement essaie de relancer l'économie bien avant les directives des soignants. Est-ce que quand même on s'en sort quand même pas trop mal vis-à-vis de ça? Le confinement, il a fonctionné parce que les Français l'ont respecté. Et c'est ça, effectivement, l'enjeu. On ne s'en sort pas trop mal. Moi, je n'emploierais pas ce mot. J'estime qu'on s'en sort difficilement. Ça aurait pu être pire, ça c'est vrai, parce qu'on a échappé au pire. Mais enfin, ce n'est pas parce qu'on a échappé au pire qu'on peut considérer qu'on ne s'en sort pas trop mal. Vu le nombre de morts, vu le nombre de personnes qui ont été en réanimation, vu les difficultés qu'on a eues dans nos EHPAD, vu la manière dont le déconfinement s'est déroulé, il y a beaucoup d'interrogations. Bien sûr, ce n'est pas une science parfaite, mais moi je ne dirais pas qu'on s'en sort pas si mal. Je trouve que surtout que cette crise sanitaire, notamment avec ce confinement, c'est quelque chose qui est inédit en France. Ça n'était jamais arrivé en Europe. Pourtant, on a voulu avoir une union nationale avec le gouvernement. Finalement, ça a échoué. Est-ce que c'est vraiment sain de vouloir refuser une union nationale avec le pays durant cette crise? Alors moi, je vais vous retourner la question. Est-ce que c'est sain que tout le monde pense la même chose? Est-ce que c'est pas de penser forcément la même chose? Mais oui, parce que l'union nationale, ça veut dire ça. L'union nationale, ça voudrait dire que finalement, on doit tous se mettre d'accord, qu'on doit tous penser la même chose et qu'en gros, on doit donner un blanc-seing au gouvernement. Je ne crois pas que ça soit ça. Je ne crois pas que ça soit sain. Qu'on ait un esprit de concorde nationale, oui.
un esprit de concorde nationale, c'est nécessaire. Et c'est ce que nous avons fait chez les Républicains, parce qu'on a été force de proposition. Et encore une fois, regardez toutes les oppositions, on est la seule à avoir mis des propositions sur la table et à voter l'ensemble des textes d'urgence. L'ensemble des projets de loi d'urgence, nous les avons votés en deuxième lecture. Donc, nous avons été une force de proposition responsable. Mais pour moi, la concorde nationale, oui. L'union nationale, non. Parce que l'union nationale, si c'est mettre la couverture sur le tapis, pensez tous à la même chose, moi, je ne suis pas pour le parti unique. Avec le gouvernement qui avait, notamment avec son plan de déconfinement, il pouvait parfaitement le faire passer en décret sans passer par l'Assemblée nationale. Finalement, il a quand même tenu à consulter les députés. Est-ce que vous saluez quand même cette démarche ? Moi, j'ai salué le fait que le Premier ministre s'exprime devant l'Assemblée nationale. Je pense que ça, c'est important. C'est important que le Premier ministre s'exprime devant le Parlement et j'ai salué cette démarche. Par contre, on a dû batailler pour avoir un vote. On a dû batailler pour avoir un débat. Parce qu'au départ, ce n'est pas ça qui était prévu. Et ensuite, ce que j'aurais voulu, c'est que ce débat il soit plus approfondi. Vous voyez, qu'on puisse aller dans les commissions, qu'on puisse améliorer le texte. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une déclaration, article 50 alinéa 1, où le Premier ministre s'est exprimé. Ensuite, chacun s'est exprimé, mais on ne pouvait rien changer. Tout le plan de déconfinement était calé, donc on ne pouvait pas débattre, si vous voulez, en modifier le texte en tant que tel. Donc c'est ça qui nous a manqué. Après, je comprends que ce n'est pas facile. Ce que je souhaite, vous savez, le Parlement, ça ne peut pas être mis entre parenthèses pendant cette crise sanitaire. Le Parlement, il est garant des libertés fondamentales, des libertés individuelles, du contrôle de l'action du gouvernement. Et moi, je crois en cet équilibre institutionnel. Je crois au fait à l'équilibre des pouvoirs. Et c'est important que le Parlement et que le gouvernement rendent des comptes devant le Parlement. Ce Parlement, notamment avec une certaine opposition qui farouchement rappelle au gouvernement, à l'exécutif, la gestion, selon eux, terrible de l'épidémie. Ils font souvent justement cette comparaison avec l'Allemagne en omettant, du coup, comme on l'a fait justement avec le Royaume-Uni ou l'Espagne qui, eux, s'en sortent encore moins bien que la France. Est-ce que c'est vraiment le… Comment dire ? Pourquoi est-ce que l'opposition, constamment, elle cherche à comparer le bilan de la France avec l'étranger ? Non, mais vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Mais regardons les articles de presse. Ce n'est pas l'opposition qui construit les articles de presse et qui fait des comparaisons internationales. La comparaison internationale, elle est utile pas pour la polémique, elle est utile pour en tirer des leçons, pour savoir ce qui a fonctionné dans tel ou tel pays. Vous savez, en France, on a toujours un peu le sentiment qu'on détient la science exacte sur tout. Vous savez, moi j'ai été député européen et ça m'a appris l'humilité. Ça m'a appris que ce qu'on appelait l'exception française, c'était parfois un peu perçu comme l'arrogance française. Eh bien oui, il faut écouter, il faut regarder ce qui se fait dans d'autres pays. Il faut l'analyser. Et d'ailleurs, M. Castex, M. Déconfinement l'a dit tout à l'heure. Il a dit, moi je regarde ce qui se passe. Les comparaisons internationales, elles sont utiles. Non pas simplement pour critiquer le gouvernement, elles sont utiles pour améliorer les choses, pour prendre les bonnes idées d'où qu'elles viennent. Et moi je crois aux comparaisons internationales. Merci Damien Abad. Merci Damien Abad, merci Axel Rebaud. C'est bientôt la fin de 20h l'invité sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Nous sommes encore pour quelques minutes avec vous, Damien Abad, député LR de la 5e circonscription de l'Ain. On fait maintenant le point sur l'actualité politique à venir et à suivre cette semaine avec Théo Grévin. À partir de vendredi, l'Espagne durcit ses règles concernant les ressortissants européens qui arriveront sur son territoire. Le décret entre en vigueur à partir de vendredi. Les personnes arrivant en Espagne depuis l'étranger seront soumises à une quarantaine de 14 jours à partir de vendredi donc et pendant toute la durée de l'état d'urgence qui court jusqu'au 24 mai. C'est le gouvernement espagnol qui l'a annoncé aujourd'hui. Sont exclus de cette disposition les travailleurs transfrontaliers, les transporteurs de marchandises, les équipages de compagnies aériennes à condition qu'ils n'aient pas été en contact avec des personnes ayant le Covid-19. Toute personne sera placée à l'isolement et ne sera autorisée à sortir que pour acheter des produits de première nécessité ou se faire soigner. Alors Damien Abad, la France a elle annoncé que les personnes venant de l'Union européenne, de pays membres de l'espace Schengen et du Royaume-Uni ne seraient pas placées en quarantaine pour le moment. Est-ce que ça aurait dû être le cas ? Non, pas forcément. Vous savez, je crois que là aussi, il faut faire preuve de pragmatisme. Je suis dans un département frontalier avec la Suisse, pas très loin aussi de l'Italie. On a besoin de ces échanges-là. Moi, je ne suis pas pour la fermeture des frontières. J'estime simplement qu'il faut mettre en place un certain nombre de normes. J'aurais aimé, par exemple, qu'on ait des contrôles plus stricts et plus tôt dans nos aéroports, avec des prises de température, par exemple, systématiques et avec des contrôles. Mais vous savez, quand on a autorisé le match Lyon-Juve, on s'est quand même beaucoup interrogé et beaucoup posé de questions. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'il faut qu'on ait une politique européenne sur le sujet, une harmonisation pour qu'on voit comment on ouvre les frontières, comment on les contrôle et comment on évite des politiques qui soient individualistes de chaque État.
Merci Damien Abad. On revient en France où des députés La République En Marche seraient en passe d'effectuer dans les prochains jours une scission et créer ainsi un 9e groupe parlementaire. Ce ne serait plus qu'une question de jours. L'information dévoilée vendredi dernier par nos confrères des Échos n'est certes pas encore officielle, mais les confidences d'élus dissidents allant dans ce sens n'ont depuis cessé de s'accumuler. Emmenés par plusieurs députés dits de l'aile gauche de LREM, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité pourrait compter jusqu'à 58 membres venant d'horizons divers. Toujours selon les Échos, les élus se disent tous animés par le désir de répondre à l'urgence écologique, de moderniser la démocratie et réduire les inégalités sociales et territoriales. Si ça venait à se concrétiser, ça constituerait un tournant décisif dans l'histoire du parti présidentiel, puisqu'il pourrait tomber sous la barre symbolique des 289 députés, synonyme de majorité absolue lui permettant de voter seules les lois. Damien Abad, vous pensez que si ce groupe venait très prochainement à se créer, le parti de la majorité serait si pénalisé, étant donné qu'il bénéficie toujours du soutien du MoDem et de ses 46 députés? Moi, j'ai dit, dès le débat sur la réforme des retraites, j'ai fait le pari que La République En Marche perdrait sa majorité absolue. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a plus de démocratie interne dans ce groupe et dans ce parti. Et que quand vous pensez un peu différemment, vous êtes viré. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, ils vont perdre leur majorité absolue. Alors, certainement qu'il y aura peut-être un autre groupe qui va se créer, j'en sais rien. Et vous nous dites, oui, mais ils auront la majorité avec le MoDem. Moi, j'espère simplement que le MoDem ne sera pas dans une culture du doigt sur la couture du pantalon. Mais quand je connais beaucoup de députés MoDem, dont Jean-Louis Bourlange par exemple, qui sont des femmes et des hommes qui appuient sur un bouton, qui sont des gens qui réfléchissent, qui analysent et qui, quand ils considèrent que ceci ne va pas dans le bon sens, le disent et votent en conséquence. Et donc, je ne suis pas sûr que cette majorité absolue, ils l'auront sans chaque vote. On verra bien, mais en tout cas, c'est sain pour la démocratie parce qu'il faut aussi que la démocratie soit plurielle. Merci Damien Abad. Merci Damien Abad, merci Théo Grévin. 20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Damien Abad, d'avoir accepté notre invitation. Bravo pour votre émission. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Mardi prochain, nous recevrons un autre député Les Républicains, Aurélien Pradier, pour un nouveau numéro de 20h l'invité. Avant ça, votre prochain rendez-vous sur Fréquence ESJ, c'est demain avec le retour de Storytelling, votre émission de divertissement en live de 20h à 21h sur notre page Facebook. Bastien Cochet et toute son équipe recevront l'humoriste spécialiste des canulars, Jean-Yves Lafesse, et vendredi, ne manquez pas surtout le lancement de Time Break, votre nouvelle émission hebdomadaire du vendredi. De 21h à minuit, Alban et son équipe vous accompagnent en musique, en débat et dans la bonne humeur. 21h sur Fréquence ESJ, passez une très bonne soirée. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.